Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Charlène de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et je suis ravie de vous accueillir pour ce 41e webinaire depuis le début de cette crise coronavirus. Aujourd'hui, j'accueille Cyril Degasquet. Bonjour Cyril. Bonjour Charlène. Vous êtes dirigeant de Corporate Business Development et vous allez nous présenter le sujet du jour, commande publique, véritable levier de croissance pour votre entreprise. Je rappelle quelques règles du jeu. Donc le support de présentation vous sera envoyé par email et ce webinaire est enregistré. Il sera disponible sur la chaîne YouTube de la CCI. Nous avons donc 45 minutes à passer ensemble et comme d'habitude, je serai le relais des questions que vous souhaiterez poser à Cyril directement via le chat. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Cyril, c'est parti, c'est à vous. Merci beaucoup Charlène pour cette animation dynamique en début d'après-midi. C'est très bien. Merci à tout le monde de consacrer un peu de temps sur le sujet du jour qui est la commande publique. Alors je vais vous en parler, j'espère avec passion, vous expliquer pourquoi c'est un véritable booster de croissance pour votre entreprise et surtout quelle est la bonne méthode pour parvenir à développer ses parts de marché vers la commande publique. Alors, je vais me présenter très rapidement, puisque j'imagine que la plupart d'entre vous ne me connaissent pas. J'ai pendant longtemps dirigé une PME dans la logistique et dans les services dans la région lyonnaise, à Chassieux exactement. Ensuite, j'ai passé pas mal d'années chez ADECO, où pendant 4-5 ans, j'ai dirigé le département secteur public. J'étais au siège à Villeurbanne et justement, ma fonction était de vendre toutes les prestations du groupe ADECO aux cibles publiques, qu'on va voir tout à l'heure. Il y a 5 ans, j'ai créé mon entreprise, j'ai quitté ADECO, j'ai fait ce choix-là de créer mon entreprise et Corporate a pour vocation justement d'accompagner des entreprises privées, essentiellement des PME, qui veulent se développer sur la commande publique. Alors, je connais un petit peu le sujet parce que je l'ai pratiqué pendant des années, puis j'ai eu la chance d'avoir été élu local dans une grande ville il y a déjà quelques années. Alors, j'ose à peine citer le nom parce que s'il y a des passionnés de foot, on va se disputer, puisque j'ai été élu local à Marseille, puisque je suis marseillais, je le dis tout doucement, chut, ne le répétez pas. Mais donc, au-delà de ça, j'ai quand même une connaissance du back-office des collectivités locales, des commissions d'appel d'offres. Je connais un peu l'ADN de ces gens-là. Et depuis presque 3 ans, je suis expert, entre guillemets, BPI France. Je suis consultant expert BPI France sur le développement commercial vers la commande publique. Voilà pour la présentation. Alors, je vous propose de déconfiner votre business vers la commande publique, puisque depuis maintenant 1 mois ou 2, nous sommes déconfinés. On espère que ça va durer et que notre business va pouvoir s'en ressentir. Alors, la commande publique, c'est assez vaste. Qu'est-ce qui se cache derrière la commande publique? Alors, la commande publique, il y a 4 grands secteurs en France. D'abord, il y a la fonction publique d'État. Alors, c'est ce qui est le plus connu, c'est tout, j'allais dire ce qui est régalien. Les ministères, tout ce qui est rattaché, les universités, la préfecture, l'armée, la gendarmerie. On a beaucoup parlé pendant la crise, l'agence régionale de santé par exemple, tout ce qui est rattaché à l'État. Et la prise de décision n'est pas toujours à Paris. Beaucoup sont décentralisés, je pense par exemple aux universités. Ensuite, vous avez la fonction publique territoriale, qui est certainement pour vous un des gros leviers de développement. La territoriale, qu'est-ce que c'est? Ce sont les mairies. Normalement, vous avez dû voter dimanche pour les élections municipales et métropolitaines. Donc, ce sont les mairies, les communautés de communes, les métropoles, les régions, les départements, et puis toute une foule d'organismes qui y sont rattachés, alors comme l'Office du tourisme, l'Agence de développement économique du conseil régional, les lycées rattachés à la région, les collèges rattachés au département, les écoles maternelles rattachées aux mairies. Donc la fonction publique territoriale est très importante et on le verra plus tard, a de plus en plus tendance à sous-traiter au privé des prestations. Ensuite, vous avez la fonction publique hospitalière. Alors, qu'est-ce que c'est? Là aussi, on en a beaucoup parlé pendant la crise. Ce sont les hôpitaux publics, les EHPAD publics, les maisons de retraite, tout ce qui est médico-social, alors tout ce qui tourne autour de la petite enfance, de l'handicap, des soins de suite, de rééducation. Et puis, le dernier lot qui est en vert à droite, c'est toutes les sociétés publiques. Alors, les plus grosses, vous les connaissez forcément, hein, c'est la SNCF,
c'est le Citral avec TCL à Lyon, mais c'est aussi les caisses d'allocation familiale, ce sont des musées, ce sont les ports autonomes, ce sont les opéras, dans certains cas, ça peut être municipal ou national. Il y a une foule de... la CCI est une structure publique, les gens ne le savent pas beaucoup, mais la CCI doit acheter selon le code des marchés publics. Voilà les 4 grandes catégories en France de secteur public. Ensuite, je vous propose un petit sondage. Alors là, je vais passer la main à Charlène. 2 petites questions pour mieux vous connaître et puis pour voir ce que vous connaissez du sujet. Alors, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre, rassurez-vous, sauf si Charlène veut offrir un cadeau à celui qui gagne. C'est libre à elle. Alors non, malheureusement, je n'ai pas de lot prévu dans ce webinaire. Première question. Connaissez-vous la part de la population active qui travaille dans le secteur public? Donc, je lance le sondage et nous vous laissons répondre directement en live. Voilà. On vous laisse quelques secondes. Donc, la population active en France, la part de la population active qui travaille dans l'univers du secteur public, donc globalement dans les 4 secteurs que je vous ai montrés à l'instant. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage de la population active qui travaille dans ce domaine? Allez, vous êtes plus de 76% à avoir répondu. Donc, je ferme le sondage et j'affiche les résultats. Je partage. Vous les voyez, Cyril, les résultats? Oui, je les vois. Allez. Je les vois. Effectivement, les réponses sont assez contrastées. Alors, je vais donner la réponse. La réponse, c'est 20%. 20% de la population active travaille, ça a fait sauter mon slide, voilà, 20% de la population active travaille dans le secteur public. Pour être très précis, c'est 19,6%. Mais j'aime bien les chiffres ronds, vous verrez par la suite, on les retient beaucoup mieux. Donc c'est énorme, hein. Je ne sais pas quelles sont vos différentes activités, mais si vous vendez des prestations autour des RH, de la formation, du recrutement, de l'intérim, j'en sais rien, le secteur public représente 20% de la population active française. Donc vous voyez, il y a déjà par ce chiffre un potentiel business intéressant. Deuxième question, Charlène. Deuxième et dernière question, après on arrête. Allez, Charlène. c'est parti. Savez-vous ce que représente la commande publique en France? 4 options possibles, 90 milliards d'euros par an, 120 milliards d'euros par an, 180 milliards d'euros par an ou 200 milliards d'euros par an. Pareil, je vous laisse répondre directement en cliquant sur le support. Pardon. Allez, pareil, vous êtes quasiment 80 à avoir voté. On essaie de ne pas perdre trop de temps. Je ferme le sondage et je partage avec vous les résultats. Ok, une majorité sur 200 milliards, et bien écoutez, vous avez juste, c'est formidable. C'est exactement ça. 200 milliards, c'est le chiffre de la commande publique en 2018. Je n'ai pas pu avoir des chiffres plus récents qui sont assez difficiles à trouver. J'ai mon écran qui saute, voilà. 200 milliards, vous voyez, c'est colossal. Et 200 milliards, c'est pratiquement 10% du PIB, puisque le PIB français est un peu supérieur à 2000 milliards. Donc, vous voyez, le potentiel business, c'est colossal. Ce qui veut dire que les 4 structures publiques que je vous ai montrées tout à l'heure achètent pour 200 milliards de produits et services à des entreprises comme vous et moi. 200 milliards, 10% du PIB. Moi, je trouve que c'est quand même un gâteau énorme et ce serait sympa si vous arriviez à pouvoir en gratter quelque part pour vous. J'accélère sur la page suivante. Alors, juste une petite prise de recul. Vous savez que le nombre d'entreprises en France, et ce n'est pas la CCI qui va dire le contraire, l'immense majorité des entreprises en France sont des PME et des TPE. Vous voyez le petit camembert qui est essentiellement rouge. Les groupes représentent que 1% des entreprises en nombre. Mais par contre, quand vous allez sur le petit rond à côté, vous voyez que les bénéficiaires de la commande publique, ce sont essentiellement les groupes qui représentent qu'1%. Donc aujourd'hui, ce sont les grosses entreprises qui se partagent ce gâteau de 200 milliards. Et il y a à peu près 30% qui est traité par les PME. Donc je me dis c'est vraiment dommage, alors que vous avez plein d'atouts pour pouvoir vendre au secteur public, ce qu'on va voir maintenant. Alors, il y a un nouveau code des marchés publics qui est sorti il y a peu de temps, enfin il est sorti il y a 4-5 ans, mais il y a eu des décrets qui ont été promulgués jusqu'à l'an dernier d'ailleurs, avec 3-4 points essentiels qui vous aident. D'abord, en haut, vous voyez, l'allotissement devient la règle. Qu'est-ce que c'est l'allotissement? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. L'allotissement, c'est lorsqu'une structure publique lance un appel d'offres, la loi l'encourage et même l'oblige presque à lotir, donc à couper le marché en plusieurs lots.
Je vous donne un exemple. J'ai vu avec un client il n'y a pas longtemps, je crois que c'était la communauté de communes de Nancy ou de Metz, je ne sais plus, qui lançait un appel d'offres sur la collecte de déchets, mais de déchets sélectifs, c'était des cartons et du verre. Jusqu'à il y a 2 ans, il lançait un appel d'offres global pour toute la communauté de communes, ce qui fait que les PME avaient du mal à répondre. Aujourd'hui, ils ont coupé le marché en deux, enfin c'était il y a quelques mois. Ils ont fait un lot qui représente à peu près les 2 tiers et l'autre un lot 1 tiers du marché. Ce qui fait qu'une entreprise du territoire de Nancy, qui est une petite entreprise, a la capacité de répondre aux petits lots. Tandis que quand il y avait un gros lot, c'était uniquement des grosses entreprises, type Veolia ou Suez, qui pouvaient répondre, qui avaient les capacités pour répondre. Donc l'allotissement, ça favorise la PME. Deuxièmement, à droite, en vert, le sourçage est encouragé. Le sourçage, qu'est-ce que c'est? Moi qui ai été élu local, je vois les acheteurs dans les collectivités, ils achètent de tout. Prenez une mairie, quelle qu'elle soit, un département ou même la SNCF, ils achètent absolument tout. Ils achètent des voitures, de la sécurité, de la téléphonie, de l'intérim, de l'alimentaire pour leur cantine, enfin bon, des ordinateurs, enfin tout ce qu'on peut imaginer, de la formation. Et ils ne sont pas spécialisés dans tout. Et donc la loi les encourage à sourcer en amont de l'appel d'offres. C'est-à-dire, je veux lancer un appel d'offres, reprenons l'exemple de Nancy, sur la collecte de cartons et de verre. La loi les encourage à chercher des petites entreprises qui sont quelquefois en dessous des radars, mais qui sont très performantes, qui sont locales, qui ont des innovations qui ne sont pas très connues. Donc, ils sont encouragés à rencontrer des acteurs du territoire et notamment des PME. Ce qui vous permet, vous, à contrario, en amont de l'appel d'offres, on verra après, de pouvoir rencontrer des futurs clients, des prospects, pour leur parler de vous, et ça on verra tout à l'heure comment on leur parle de vous. Autre point ici en bleu, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris bouger, l'exigence de chiffre d'affaires ne doit pas dépasser plus de 2 fois la valeur du marché. Avant ce nouveau code des marchés publics, admettons, il y avait un marché, on va prendre un chiffre rond, de 100 000 euros, qui représente 100 000 euros annuels. Il fallait que votre chiffre d'affaires de votre entreprise soit au minimum de 400 000 euros, c'est-à-dire 4 fois plus. Tandis que maintenant, une entreprise qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires peut répondre à un appel d'offres de 100 000 euros. C'est uniquement 2 fois plus. Donc ça aussi, ça lève des freins pour beaucoup de PME et de TPE. Ensuite, la réponse aux appels d'offres, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est plus simple qu'avant. C'est un peu de méthode, c'est un petit peu paperasse, je le reconnais, mais comme on verra plus tard, lorsque vous gagnez un client public, vous l'avez entre 3 et 6 ans, donc ça vaut le coup. Et puis le délai de règlement est raccourci à 30 jours maximum. Et je dois l'avouer, je trouve globalement les clients publics respectent bien maintenant les délais de règlement. Globalement, ils respectent. Quand j'étais chez ADECO en charge du secteur public, le délai moyen de règlement des clients publics, ça représentait plusieurs dizaines de millions d'euros, était sensiblement comparable aux grands comptes privés que traitait ADECO. Donc, l'a priori et l'image qui dit que le client public paye mal, maintenant, c'est plutôt faux. Slide suivante, la préférence locale est passée dans les usages. Préférence locale, c'est vous, vous êtes une entreprise du territoire. De plus en plus dans les appels d'offres, la clause de développement durable apparaissent, et ça va être de plus en plus le cas. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus durable qu'une entreprise locale? Vous allez plus rapidement chez vos clients, vous livrez avec moins de kilomètres, donc vous êtes plus propre, etc. La clause de connaissance de l'environnement local aussi est de plus en plus présente dans le cahier des charges des appels d'offres publics. Vous voulez répondre, je prends la communauté de communes de Nancy puisque j'y étais tout à l'heure, qu'est-ce que vous connaissez de Nancy, de la Lorraine? Est-ce que vous avez des références? Qu'est-ce que vous faites là-bas sur le plan social, sociétal? Vous êtes membre d'une association, j'en sais rien, vous faites travailler, vous êtes impliqué avec une association d'handicap pour aider des gens à l'insertion, en fait, 1000 choses. Donc, comme vous êtes des entreprises du territoire, vous avez encore plus d'atouts pour travailler chez vous, où vous avez des points forts. Et puis, vous le savez bien, les élus locaux et les patrons d'entreprises locales préfèrent travailler localement. Et avec les événements, la crise sanitaire, on voit bien la démarche circuit court, arrêter d'acheter des produits à l'autre bout de l'Europe qu'on pourrait trouver sur place. Donc tout ça, ce sont des avantages. Et puis, il y a Industrie du futur, alors ça touche aussi des entreprises privées, mais qui est très récent, qui a sorti un sondage. 34% des entreprises privées et publiques vont accorder beaucoup plus d'importance aux engagements RSE de leurs fournisseurs, 34%. Alors, pourquoi c'est un atout business pour vous? Donc, on l'a vu, déjà, le nouveau code des marchés publics vous simplifie l'accès à la commande publique.
Mais les structures publiques, maintenant, doivent faire plus d'économies de productivité. Il y a quelques années, lorsque j'allais voir une mairie, lorsque j'allais voir la SNCF, une caisse d'allocation familiale, et que je leur disais, on va vous aider à faire de la productivité, ils me regardaient avec des yeux. Je disais, attendez monsieur, nous, on n'est pas là pour gagner de l'argent, on n'est pas là pour faire de la productivité, on est là au service du citoyen pour rendre un service. Donc, ils n'aimaient pas ce mot-là. Maintenant, c'est totalement différent. Vous l'avez bien vu, c'est ici, la baisse des dotations de l'État baisse. L'État donne moins d'argent aux collectivités locales, donne moins d'argent aux associations. Donc, tous ces gens-là doivent faire plus avec moins. Donc, ils sont comme l'entreprise privée, finalement, comme vous et moi. Ils doivent apprendre à amener une meilleure qualité de service avec moins de pognon. Quelque part, c'est plutôt bénéfique vu du contribuable. Donc, vous, aujourd'hui, vous avez certainement des choses, des produits et services à leur proposer pour leur faire gagner de l'argent. L'innovation est quelque chose qui est important maintenant pour les cibles publiques et les critères d'innovation sont de plus en plus intégrés dans le cahier des charges lorsque une structure publique lance un appel d'offres. Et des innovations, ce n'est pas forcément quelque chose de lunaire. Hein. Ça peut être une petite innovation locale, un partenariat avec une association locale, à différents buts. Hein. Beaucoup de structures publiques s'engagent et réduisent leurs effectifs. Vous le voyez, hein, localement, les collectivités locales, un peu partout en France, baissent leurs effectifs. Regardez le conseil régional et son président, depuis 2-3 ans, il parle souvent de ça, qu'il a réduit ses effectifs, qu'il fait des économies et que les économies, il les réinvestit dans les lycées dont il a la responsabilité pour aider les entreprises à l'international. Et toutes les collectivités locales, enfin globalement toutes les collectivités locales, quel que soit leur bord politique, d'ailleurs c'est intéressant, de droite comme de gauche, sont sensibles à ça, à faire des économies, à réduire leurs effectifs. Globalement, ils font comme l'entreprise privée maintenant. Donc vous avez certainement des solutions à leur proposer pour leur faire gagner de l'argent. Et pourquoi on est arrivé à 200 milliards, d'ailleurs le chiffre de tout à l'heure, c'est que beaucoup d'organismes publics s'aperçoivent qu'en sous-traitant, ils gagnent de l'argent. Je connais assez bien le monde hospitalier, mais j'en parlais avec quelqu'un sur un centre hospitalier important qui n'est pas à Lyon d'ailleurs, que je ne vais pas citer. Le taux d'absentéisme dans la restauration dans ce gros CHU, c'était hallucinant. Je crois que c'était 23% d'absentéisme. Donc, c'est pas géré. Excusez-moi, c'est le bordel à l'intérieur. C'est complètement dément. Donc, ils savent très bien, en plus, ils font piquer de la marchandise dans les frigos la nuit, etc. Quand ils confient ça à une entreprise de restauration privée, le taux d'absentéisme s'effondre, on ne pique plus de marchandises dans les placards parce que l'entreprise s'assure de bien fermer à clé le soir. Donc, résultat, la facture est moins élevée. On nourrit aussi bien le personnel hospitalier et le patient avec moins d'argent. Donc, vous êtes tout à fait dans cette optique. Cette crise économique qu'on vient de voir, là, vous avez 2 articles de presse récents, il y a beaucoup de collectivités locales qui ont dit nous allons porter un peu un plan Marshall quelque part pour aider les entreprises dans cette phase de relance. Et je vous ai mis 2 articles récents que j'ai trouvés. Là, c'est en l'occurrence Marseille, oui, c'est mon côté marseillais qui ressort toujours. On voit la présidente de la métropole d'Aix-Marseille qui est avec Philippe Corsia, qui est le président de l'UPE 13, qui est le MEDEF à Marseille, qui met en place justement, qui s'engage à ce que sa collectivité locale lance plus d'appels d'offres publics sur ce 2e semestre et sur 2021 en favorisant les entreprises locales, là aussi pour aider à la relance. Pareil pour Montélimar Agglomération, là on se rapproche de Lyon, qui s'est engagé sur un plan de relance économique dès le 11 mai. Vous voyez donc il devrait y avoir encore plus de consultations publiques. Alors maintenant, vous avez compris l'intérêt, les atouts, mais pour gagner en matière de secteur public, il faut avoir une méthode. Cette méthode, ça fait des années que je l'ai mise en place chez Adecco. Depuis 5 ans que j'ai créé mon entreprise, j'accompagne beaucoup d'entreprises dans ce domaine-là. Et je suis persuadé que celui qui gagne sur la commande publique, c'est celui qui, 1, a de la méthode, et c'est ce que je vais vous proposer à l'instant, et 2, qui sait anticiper. Alors, premièrement, dans la méthode, c'est la base, c'est je cible mes prospects. Vous êtes une entreprise du territoire, là, sur Lyon et la métropole et peut-être Saint-Étienne. Quelle est votre stratégie? Voulez-vous développer sur le territoire? Voulez-vous développer dans le sud? Est-ce que vous avez une stratégie géographique, une stratégie plus de gros clients, de petits clients? Donc, en fonction de ça, je vous conseille de prendre quelques cibles. Des appels d'offres publics, il en sort plusieurs dizaines et peut-être même quelques centaines par jour en France sur tous les organismes. Donc, il est hors de question de répondre à tout. Et puis, vous n'avez pas la capacité à répondre à tout. Donc, ciblez là où vous êtes le meilleur. C'est un peu comme un client privé.
Deuxièmement, vous analysez le contexte. À partir du moment où vous avez votre cible, vous regardez le calendrier politique. Là, on sort d'une élection. Vous voulez travailler avec une mairie. Dans beaucoup de collectivités locales, l'exécutif change. Des nouveaux élus qu'il va falloir acculturer, qu'il va falloir, entre guillemets, évangéliser, qui n'arrivent pas avec un passif. Si les anciens avaient l'habitude de travailler avec le fournisseur Y, les nouveaux qui arrivent, forcément, ils vont remettre en cause des choses. Donc, vous avez forcément un atout à ce moment-là pour vous faire connaître. Regardez la veille concurrentielle. Vos clients, ils sont où? Est-ce qu'ils sont sur vos cibles ou pas? Est-ce qu'ils sont en position de force ou au contraire, ils ont eu des incidents? Là, il faut être à l'affût. Alors, Ensuite, ça c'est... Oui. bon, Cyril, j'ai une question là sur le chat de Rita qui nous demande où est-ce que l'on peut trouver les annonces publiques, ces annonces publiques? Est-ce que vous avez des Alors, sites? les annonces, oui, alors les annonces publiques, il y a beaucoup d'organismes. Il y a le BO, AMP, il y a Vecteur Plus, des entreprises plus ou moins publiques ou privées, qui peuvent vous identifier les appels d'offres. Comment ça se passe généralement? C'est un peu comme Google. Certains sont gratuits, certains sont payants. Vous rentrez des mots-clés. Admettons, ben, vous êtes une entreprise de restauration, vous voulez vendre de la restauration dans des lycées, dans des collèges ou autres. Vous rentrez des mots-clés, ben, cantine, restauration, self-service, denrées alimentaires. Vous mettez quelques mots-clés de votre métier. Et donc, du coup, cet organisme vous fait remonter, vous envoie par mail des liens sur lesquels vous cliquez et vous avez le dossier d'appel d'offres. Alors, je vous conseille de cibler un peu large. Vous recevrez trop, bien entendu, beaucoup trop de mails, mais il faudra après balayer. Parce que le mot self-service, cantine, peut très bien apparaître sur une entreprise de nettoyage, par exemple, qui nettoie les cantines. Donc après, il faut cibler. Mais ça, c'est la meilleure façon de connaître les appels d'offres. Et moi, dans cette méthode, ce que je vous pousse, c'est justement à ne pas attendre que l'appel d'offres soit sorti et de faire une stratégie d'influence en amont. C'est ce qu'on va voir maintenant. Parce que pour gagner, il faut se faire connaître souvent. Il faut mener une stratégie d'influence en amont de l'appel d'offres. Un peu comme un client privé d'ailleurs. Demain, vous voulez travailler avec une entreprise privée du territoire. Généralement, vous travaillez avant. Vous allez rencontrer différentes personnes, vous étudiez le sujet, vous regardez où en sont vos concurrents, vous tâtez le terrain, comme on dit un peu vulgairement. Là, c'est encore plus important dans les structures publiques et vous verrez après, je vous donnerai un exemple, vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'espère que je vous ai répondu, mais il y a énormément d'organismes qui vous proposent ça. Donc, valorisez votre identité de votre entreprise parce que vous aurez souvent l'occasion, de temps en temps, de rencontrer, admettons, vous voulez travailler avec le département du Rhône, par exemple. Vous aurez l'occasion, lors de cérémonies, des vœux de la CCI, j'en sais rien, de croiser des élus ou des responsables du département. Il faut savoir leur parler. Hein. Et vous savez très bien que lorsqu'on rencontre un client, et spécialement pour un client public, qu'est-ce qu'on doit lui dire à un client? On doit lui dire qu'une chose, on doit lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Si vous lui parlez d'autre chose, il s'en fout, il ne vous écoute pas. Donc, il faut savoir quels sont ses sujets d'intérêt. Et vous définissiez votre entreprise en fonction de ça. Si vous avez 20 secondes pour parler à un élu du département du Rhône lors des vœux de la CCI, par exemple, vous aurez 20 ou 30 secondes. Dans 20 ou 30 secondes, il faut que votre identité soit comprise, qu'on ait compris les services et les avantages que vous pourrez porter à cette collectivité. Et si ça l'intéresse, il vous donne un rendez-vous. Donc, il faut bien soigner. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'arrive quelquefois de croiser des entreprises qui m'expliquent ce qu'ils font. Ils m'expliquent en 1 minute, je n'ai rien compris. Ils parlent avec leur jargon, leurs termes à eux. Globalement, je vois le métier, mais quand ce n'est pas mon métier, on a tous tendance à parler jargon, on n'y comprend rien. Et donc, si vous vous présentez, il faut que la personne vous comprenne en 30 secondes, y compris l'essentiel de votre job. Donc, c'est ça que je veux dire, définir votre identité. Ensuite, lorsque vous avez vos cibles, vous avez 2, 3, 4, 5 cibles, il faut cartographier vos décideurs. Prenons, vous voulez travailler avec le département du Rhône, qui décide? Il y a le président, il y a quelques élus qui peuvent être intéressés. Si vous vous occupez justement de la collecte des déchets, par exemple, eh bien, quel est l'élu qui s'occupe du sujet? Quels sont les fonctionnaires au département qui s'en occupent? Quel lien il peut y avoir avec la métropole de Lyon? Peut-être avec le conseil régional qui a en charge le traitement des déchets, avec la loi. Donc, de faire une interaction des leaders d'opinion et du cercle d'influence autour des élus pour mener en amont de l'appel d'offres avant qu'ils sortent ces stratégies d'influence. Et ça, c'est important. Et j'en profite pour vous le dire, puisque pour Rita qui posait la question tout à l'heure, lorsque l'appel d'offres est sorti, lorsqu'il est publié sur un de ces supports, il est totalement interdit par la loi, je dis bien totalement interdit, de rencontrer les acheteurs publics. L'influence et les rencontres, ou même un simple SMS, ne peut se faire qu'avant que l'appel d'offres soit publié.
Et attention, je vous demande d'être rigolo, c'est juste du pénal, hein. Vous risquez de la tôle, hein. Donc, on ne plaisante pas avec ça. Je dis toujours à mes clients, quand l'appel d'offres est sorti, c'est niet. Vous vous interdisez d'envoyer le moindre SMS ou un coup de fil à un client sur un dossier sur lequel vous avez répondu. Surtout pas. Donc, c'est pour ça que cette stratégie, cette méthode, il faut le faire en amont. Si vous savez que l'appel d'offres, je vous expliquerai tout à l'heure comment c'est, sort par exemple en février 2021, et bien là, vous avez 7 mois pour travailler en amont et travailler ce premier cercle et deuxième cercle que je vous montre à l'écran aujourd'hui. Ensuite, il faut bien définir vos éléments de langage pour chacune des cibles que vous allez rencontrer. C'est un peu scolaire ce que je vous explique, mais c'est important, hein. Lorsque vous allez rencontrer, si on reste sur le département du Rhône par exemple, mais ça peut être la SNCF, ça peut être l'Office du tourisme de Lyon, ce que vous voulez, vous allez peut-être rencontrer le président, le vice-président en charge du sujet, vous allez rencontrer un membre du cabinet si c'est utile, vous allez peut-être rencontrer un conseiller technique, peut-être des techniciens, peut-être un juriste, peut-être un DRH si vous vendez des prestations de ressources humaines. Donc, quels sont les messages que vous allez porter à chacun ? Dites-vous bien, et on le verra dans l'exemple que je vais vous donner tout à l'heure, vous ne dites à vos interlocuteurs uniquement ce qu'ils veulent entendre. Il n'y a qu'une chose qui les intéresse, c'est qu'on parle d'eux. Vous parlez le moins possible de vous. Donc, vous parlez juste de vous pour dire que vous êtes une solution à leurs problèmes, que ça. Et essayez de raconter une histoire, hein, une belle histoire de votre entreprise qui marquera, il y a peut-être un côté original dans sa création. Souvent, les entreprises ont des choses à raconter. Mettez-les en avant. J'accélère un peu, je ne surveille pas l'heure, mais sinon je vais faire tirer les oreilles par Charlène. C'est bon, il est 14h. Il est 14h, je viens de regarder. Ensuite, je vous propose de faire une SWOT. Vous savez ce que c'est une SWOT? Une SWOT, c'est la feuille coupée en 4. Force, faiblesse, opportunité, menace. Pourquoi? Parce que pour chacune de ces cibles, vous allez dire quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Les forces, eh ben, j'en sais rien, votre agence est à 2 km du client. Votre faiblesse, eh ben, justement, vous êtes loin et votre concurrent est à côté. Une force, je connais, une faiblesse, je ne connais pas. Pourquoi? Parce que vous allez adapter vos langages en fonction de vos forces et de vos faiblesses pour chacune de vos cibles. Et ça, vous le faites avec beaucoup d'objectivité. Vos faiblesses, on va essayer de les contourner, on va essayer d'y pallier. Vos forces, vous allez les mettre en avant. Dans la réponse à l'appel d'offres, souvent, il y a des variantes qui sont proposées, vous allez les mettre en avant. Imaginez que vous faites un SAV en 2 heures et que vos concurrents ne le font pas, forcément, il faudra le mettre en avant s'il n'y a que vous qui êtes capable de le dépanner en 2 heures. Donc, vos forces, il faudra vraiment les mettre en avant. Donc, bien réfléchir sur les SWOT qui peuvent être différentes selon les cibles. Selon que c'est la SNCF, le département du Rhône ou la caisse d'allocation familiale ou l'université Lyon 3, les forces et les faiblesses ne seront pas forcément les mêmes en fonction de ce qu'ils veulent acheter. Ensuite, qui parle à qui, c'est essentiel. Pour rester sur le département du Rhône, si vous voulez parler au président du département du Rhône, Christophe Guillotot, c'est le boss de votre entreprise qui va y aller. Le boss parle au boss, surtout pour un élu local. Un boss reçoit un boss. Donc, c'est le boss de votre entreprise qui va rencontrer M. Guillotot, président du département. Et maintenant, après, si on rencontre un technicien, il faut y aller avec un technicien. Vous savez, souvent, c'est les mêmes corporations. Moi, j'accompagne une entreprise qui est dans la santé, qui est dirigée par un médecin. Et lorsqu'on rencontre des interlocuteurs dans la santé qui sont médecins, j'emmène toujours le fondateur de la boîte parce qu'il est médecin. Les médecins, ils parlent entre eux, ils adorent et le courant passe mieux. Vous mettez 2 juristes ensemble, ça passe bien. Donc, essayez de le faire. Tout ça pour que vous ayez une bonne réputation avant l'appel d'offres. Vous êtes une petite entreprise, pas forcément connue. Peu à peu, vous allez devenir un acteur naturel du territoire, de plus en plus incontournable. Ensuite, RSE, ça c'est majeur, la raison d'être de votre entreprise. Jusqu'en mars, avant la crise sanitaire, la RSE, c'était un attendu. J'avais presque dit, en certains cas, c'était un peu demandé sous forme de gadget. Aujourd'hui, c'est de l'incontournable. La RSE, la raison d'être de votre entreprise, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la raison d'être, c'est la RSE un peu évoluée qui est mise en avant par la loi Pacte. La loi Pacte dont vous avez entendu parler, c'est un des volets de la loi Pacte. Ça montre vraiment le côté RSE plus d'une entreprise qui peut aider à construire une relation de confiance, encore une fois, en amont de l'appel d'offres, qui vous différencie des autres. Ça, c'est majeur. Ensuite, l'appel d'offres va bientôt arriver. Vous avez fait votre travail avec votre équipe. Donc, il y a votre boss qui a rencontré le boss de la structure. Vos équipes ont un peu traîné les oreilles un peu partout, ont la bonne information, sont au courant de ce qui n'est pas écrit dans l'appel d'offres. Vous préparez votre appel d'offres et puis vous y répondez. Et si vous avez bien fait votre travail d'influence à l'amont, si vous avez rencontré les bonnes personnes, si vous avez su faire passer les bons messages, raconter une bonne histoire, capter une bonne information avant les autres, en déroulant cette méthode, vous avez de fortes chances de gagner.
C'est pas sûr, mais vous avez de fortes chances. Voilà donc les 10 points en résumé que je vous propose. Alors encore une fois, c'est un peu scolaire, mais j'aime bien le détailler. En tout cas, moi, quand j'accompagne des clients sur ces sujets-là, je les aide à prendre de la hauteur sur tout ça et de mettre en place un calendrier. Je reprends l'exemple du département du Rhône. Il y a un appel d'offres dont vous savez qu'il va sortir en février 2021. Vous savez que vous avez 7 mois. On fait un plan d'action. On se dit, ben voilà, on a ciblé, point 1. Le contexte, c'est quoi? Il n'y a pas d'élection d'ici février, donc l'exécutif ne devrait pas changer. OK. Comment, quand je vais rencontrer, quelle est la définition de mon entreprise? Quels sont les décideurs au département? Premier cercle et deuxième cercle, les leaders d'opinion. Quels sont mes éléments de langage? Quelles sont mes forces et mes faiblesses? En RSE, je fais quoi? Je travaille avec une association, avec Handicap International, avec qui je lance des partenariats. Handicap International, pour ceux qui le savent, le siège monde est à Lyon, dans le 8e arrondissement. Donc, ça peut être quelque chose à raconter si vous en faites partie. Et vous préparez la réponse à l'appel d'offres. Et si vous avez bien mené tous ces points-là, vous avez de fortes chances de gagner le point 10, c'est-à-dire de remporter l'appel d'offres. Pour vous faire comprendre, et pour terminer, je vais vous prendre un exemple pour bien comprendre, qui est l'aéroport de Marseille. Alors là aussi, vous allez retrouver mes origines. J'ai pris Marseille pour 2 raisons. D'abord, je connais bien le sujet puisque j'ai travaillé, pas sur l'aéroport, mais j'ai accompagné un client qui a rendu plusieurs prestations à ce client public, qui est l'aéroport de Marseille. Et vous allez comprendre la méthode que je viens de vous présenter. Le sujet, c'est un de mes clients qui vend des solutions RH, de formation, de gestion back-office, de bulletins de salaire, enfin, différentes prestations RH. Et aussi, ce client-là a une société qui médicalise des lieux de vie, c'est-à-dire qui médicalise avec un médecin urgentiste, avec tout le matériel qu'il faut, des bateaux, des plateformes de forage, des gros chantiers de BTP et notamment des aéroports. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le cas de l'aéroport de Lyon aussi. Les 5-6 plus grands aéroports de France ont une infirmerie avec présence obligatoire d'un médecin urgentiste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour assurer la plupart du temps de la bobologie. Alors c'est quelqu'un qui tourne dans un escalier, mais ça peut être beaucoup plus grave, un infarctus, une blessure grave, un AVC ou j'en sais rien, où le médecin urgentiste a un petit véhicule à 2 roues. Il y a 1 minute 30 maximum pour être à n'importe quel coin de l'aéroport. Donc bien entendu, il a un coup de fil bien plus puissant que le directeur de l'aéroport puisqu'il passe devant les douaniers sans s'arrêter pour des raisons d'urgence. Donc mon client pouvait répondre à la fois aux solutions RH, mais aussi pour la sous-traitance de la gestion de ce centre médical. Bon, aéroport de Marseille, mon client me dit, ah bah oui, tiens, le président de l'aéroport, directeur général s'appelle, enfin non, c'est plus le cas, c'était Pierre Régis à l'époque, le DRH s'appelle Yves Bossy, le directeur des achats, j'ai mis ses initiales, j'ai oublié son nom, ce sont les 3 décideurs. Je lui dis, ok, c'est vrai, mais il y a certainement d'autres décideurs autour. Il dit, ah non, non, il n'y en a pas d'autres. Alors on creuse un peu. Hop, Marguerite, stratégie d'influence. Influence Marseille. Forcément que la mairie de Marseille a de l'influence sur un aéroport. En plus, le premier adjoint au maire de Marseille, qui s'appelle Dominique Tian, a son activité professionnelle contre l'aéroport. Donc forcément, ce monsieur qu'on est allé rencontrer, lorsqu'on lui parle de l'aéroport, ça lui parle, il a son business là-bas, donc il a forcément des connexions et il rencontre des gens de l'aéroport. Donc on est allé raconter une histoire au premier adjoint pour qu'il soit un peu notre VRP auprès de l'aéroport et qu'il fasse passer nos messages en amont de l'appel d'offres. On est allé voir l'adjoint au maire de Marseille en charge du développement économique, qui est lui-même un chef d'entreprise, donc quand on lui parle business, il sait ce que c'est. On est allé voir le seul club business de la ville qui s'appelle le Club Marseille Métropole, dont je suis membre d'ailleurs, pour la petite histoire. Et donc forcément, en plus, il y a des gens de l'aéroport qui sont là, il y a des gens d'Airbus et Eurocopter qui sont présents sur le site de l'aéroport. Donc ce sont des gens qui sont leaders d'opinion, qui nous ont aidés à faire passer des messages vers le rouge au milieu, vers l'aéroport. Ensuite, on a trouvé, miracle, une association de riverains. Alors mon client me dit, on s'en fout de l'association de riverains, ils sont là pour lutter contre les nuisances sonores de l'aéroport. Et en creusant, on s'est dit, on va s'en faire un allié. Comment on a fait? On est allé voir le président de l'association des riverains. Vous savez, ceux qui habitent autour de l'aéroport, ils ont de 5 heures du matin à minuit les Airbus, les aéroports sur leur tête, ils en ont ras-le-bol. Et en plus, dans le midi, ils sont un peu sanguins, donc ils s'énervent un peu. Donc, on est allé voir le président de l'association et on lui a dit, écoutez, monsieur le président, si on gagne le marché de l'infirmerie, on va vous amener à vous, les riverains, un avantage. Ah bon, quoi? Eh bien, écoutez, nous, on ouvrira le centre médical aux riverains. C'est-à-dire, si à 3 heures du matin, vous avez un gamin qui a une bronchiolite, si un dimanche après-midi, vous vous faites une entorse, plutôt que d'aller aux urgences à Marseille, où vous allez passer une journée ou une nuit entière à attendre votre tour, vous allez voir le médecin dans l'aéroport qui n'a rien à foutre, hein, parce que les urgences, il y en a 2 par mois. Hein. Donc, il n'a rien à faire, mais c'est un vrai médecin, un docteur en médecine. Vous allez le voir, il vous ausculte, votre gamin,
il vous fait l'ordonnance qui va bien avec les médicaments, carte vitale, boum, un chèque de 25 €, vous repartez, en plus vous avez une pharmacie dans l'aéroport, vous n'avez même pas besoin d'aller plus loin, et vous avez votre gamin ou vous-même qui êtes soigné. Alors, le président il dit ah, c'est génial, vous le ferez. Je dis bah, écoutez, on a passé un accord avec l'ARS, on pourra le faire. Résultat, le président de l'association des riverains, c'est devenu notre meilleur VRP. Chaque fois qu'il voyait Pierre Régis, le patron de l'aéroport, il disait monsieur Régis, vous nous emmerdez avec vos avions, si vous voulez me faire plaisir, vous avez un appel d'offres qui va sortir sur l'infirmerie, j'aimerais bien que vous reteniez le fournisseur X. Et le patron de l'aéroport disait si pour une fois je pouvais faire un petit plaisir qui ne coûte rien aux riverains, je ne vais pas m'en priver. Et donc, celui qui nous a fait gagner le marché, c'est l'association. Ça nous a coûté quoi? 0. C'est juste, on a pris un café avec lui dans un bistrot proche de l'aéroport pour lui expliquer ça. Ensuite, on est allé voir les deux maires de Marignane et de Vitrolles, puisque l'aéroport est sur Marignane, les pistes sur la commune de Vitrolles, et on leur a raconté une histoire. Le maire de Vitrolles, c'est un fou d'insertion. On lui a parlé de quoi? D'insertion. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on dit à un élu uniquement ce qu'il a envie d'entendre. Dans son programme électoral, il mettait de l'insertion. Il dit, monsieur le maire, si on gagne le marché, on embauche 2 jeunes de l'insertion. Ah, génial. Monsieur le maire, mieux que ça, les 2 jeunes, on les prendra sur votre commune. Ah, il était ravi. Le maire, il est devenu notre deuxième VRP. Chaque fois qu'il voyait Pierre Régis, il disait, monsieur le directeur de l'aéroport, choisissez telle entreprise parce qu'ils vont prendre 2 jeunes de mon territoire. L'élu, il adore briller. Bon, ensuite, on est allé voir les actionnaires de l'aéroport, le conseil régional, le directeur de cabinet, on est allé voir le vice-président en charge de l'économie, le département, et notamment les 2 élus, puisque les élus sont en tandem sur le département, qui sont élus sur le canton de Marignane, qui forcément rencontrent la cible rouge. Après, on est allé voir la CCI, et bien entendu, parce que la CCI est actionnaire de l'aéroport, donc son mot à dire. Le MEDEF, évidemment, le MEDEF est concerné par ce qui se passe sur l'aéroport. Et on est allé voir Force ouvrière, parce qu'à Marseille, c'est le syndicat tout puissant dans la fonction publique, pour déjà qu'ils ne nous entravent pas et qu'ils ne mettent pas des bâtons dans les roues. Et vous voyez, c'est ça une stratégie d'influence. Vous voyez, cet exemple est assez parlant. Et on a gagné les 2 appels d'offres. Bon, aussi parce qu'on a un bon dossier, qu'on avait un prix qui tenait la route. Mais on a fait ça avant que l'appel d'offres soit publié. Vous comprenez, c'est un peu comme si vous utilisez Airbnb ou Blablacar ou autre. Qu'est-ce que vous regardez? Ce sont les avis consommateurs. Vous choisissez un hôtel pour vos vacances, évidemment que l'hôtelier va vous dire que les chambres en vue sur la mer, que c'est délicieux, qu'on entend les brouettes et les petits oiseaux. Mais quand vous regardez les avis consommateurs, ils vous disent oui, oui, c'est génial, le sable fin sur la plage, mais il y en a d'autres qui vous disent attention, il y a le TGV qui passe juste derrière l'hôtel et c'est infernal au niveau sonore. Donc vous regardez les avis clients. Et là, c'est pareil. L'acheteur, l'aéroport, est beaucoup plus sensible à ce que lui dit le maire de sa commune, bien plus sensible au président de l'association des riverains, sensible à ce que lui dit le maire de Marseille, sensible à ce que lui dit ses actionnaires. Donc c'est ça, vous voyez, la stratégie d'influence. Je pense qu'avec cet exemple, vous l'avez compris. Voilà, en résumé, les 5 facteurs clés du succès de l'appel d'offres. Bon, vous avez compris, la commande publique est plus que jamais à votre portée, avec notamment le nouveau code des marchés publics qui encourage l'allotissement et le conseil en amont de l'appel d'offres. Vous avez la méthode en 10 points pour développer vos parts de marché. Je vous l'ai dit, l'entreprise qui gagne, c'est celle qui anticipe et qui arrive à capter l'information avant ses concurrents. Donc ça, c'est en faisant du lobbying, en rencontrant les élus, les actionnaires, l'association des riverains. Pour vous, c'est aussi un acte de management. Vous mobilisez vos équipes sur un nouveau segment de marché et qui est profitable. Vous savez, quand on gagne un marché public, on y est entre 3 et 6 ans. C'est quand même sympa en termes de prévision budgétaire. Et puis pour se faire virer d'un marché public, excusez-moi, il faut y aller fort. J'ai quasiment jamais connu quelqu'un qui devait sortir d'un marché public. Il faut vraiment être très, très, très mauvais et le faire exprès. Et puis, vous voyez, vous l'avez compris, c'est une réelle opportunité business. Et je pense que vous allez bientôt préparer vos budgets 2021 après une année 2020 qui aurait été un peu difficile pour tout le monde. Donc, pensez à mettre du client public. Pour moi, c'est essentiel. En tout cas, je vous y encourage. Tous les clients que j'accompagne dans ce domaine-là sont gagnants sur le moyen terme. Voilà, et puis j'ai mis une citation de M. Pi que personne ne connaît, mais je trouvais que la citation me plaisait. La réussite commerciale sourit davantage aux vendeurs méthodiques et prévoyants qu'aux prétendus surdoués de l'intuition. Voilà, la prospection commerciale et surtout vers le public, ça se prépare avec méthode et anticipation. Voilà, je vous conseille en conclusion donc de doser la commande publique et de booster vos ventes avec ça. Voilà, donc je vais laisser la parole à Charlène et à vous-même si vous avez des questions à poser. Envoyez 200 milliards si ça vous intéresse. Eh bien, écoutez, allez-y. Je suis à vos dispositions aussi. Vous avez mes coordonnées si vous voulez me poser des questions par SMS ou par mail. Je vous répondrai dans les jours qui viennent. Mais si vous avez des questions, je laisse la parole à Charlène.
Oui, merci Cyril, c'était très intéressant. Merci de cette présentation claire et efficace, nous dit Quentin. C'est très pertinent. OK. Alors, quelques questions dans le chat. Selon vous, selon Nicolas, sans influence en amont, quelles sont les chances de gagner? Elles sont beaucoup plus faibles. Quand on répond comme ça à l'appel d'offres, j'ai un client qui me disait il y a quelque temps, oui, mais nous on y arrive, on répond comme ça au hasard, on met un stagiaire dessus, on fait un copier-coller sur le mémoire précédent, on en gagne un peu. Je dis oui, bien sûr, plus vous jouez au loto, plus vous avez de chances de gagner. Mais pour gagner les appels d'offres stratégiques, j'ai des clients qui mettent ça dans leur stratégie en disant, par exemple, j'ai un client il n'y a pas longtemps qui disait, je veux absolument me développer dans le sud-ouest. Je suis peu présent et il y a beaucoup de collectivités locales qui m'intéressent. Je vais avoir les parts de marché. Pourquoi? Parce qu'il ouvrait une agence là-bas, il voulait se développer. On a mené une stratégie. Il s'est dit, j'ai 4 cibles publiques à gagner, qui seront majeures, dont l'aéroport d'ailleurs. Et si je gagne ces 4 cibles, ou même si j'en gagne 2 ou 3 sur ces 4, je suis tranquille pour les 2 ans qui viennent en termes de business. Mon équipe, mon agence sera rentable. Donc lui, c'était une stratégie. Donc en anticipant, il a plus de chances d'atteindre sa stratégie. Voilà, c'est tout. OK. Une question de Artilia qui nous demande, je suis une TPE, j'ai 1 année d'existence, je crois qu'il faut au moins 3 ans. C'est bien ça pour répondre au marché public. Je crois que c'est fini avec le nouveau code des marchés publics. Avec... C'est uniquement le critère de chiffre d'affaires. Donc, je ne sais pas quel est le chiffre d'affaires de cette personne, mais encore une fois, si elle fait par exemple 200 000 euros de chiffre d'affaires, elle ne peut pas répondre à un appel d'offres supérieur à 100 000 par an. Okay. Mais bon, de toute façon, même un an d'ancienneté, on y est très vite, 1 an ou 2. Hein, parce que comme ça se prépare plusieurs mois en amont, même si la personne, l'entreprise vient de se créer, vous savez, l'exemple que je vous ai montré sur l'aéroport de Marseille, ça a pris 9-10 mois hein, pour rencontrer tous ces gens-là. Parce que des élus de la CCI, le premier adjoint au maire de Lyon, le directeur de cabinet, des gens comme ça, vous ne les voyez pas en 8 jours. Hein. Et puis, vous n'avez pas de bol. Vous commencez à rencontrer un, boum, 2 mois après, il se barre, il est muté, il faut en revoir un autre. Donc, la cartographie, elle évolue, ça prend du temps. Alors, une fois, si c'est une petite cible, si c'est un marché à 3 000 euros par an, on s'en fout, il ne faut pas faire ça. Hein. C'est trop long. Mais il faut faire ça pour des cibles importantes qui sont stratégiques pour vous et pour votre business. Et c'est du temps, hein. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'investissement, c'est essentiellement du temps. Ok, Coralie nous demande, plusieurs questions de Coralie. Alors, où est-ce que l'on peut trouver les noms des décideurs, les organigrammes? Ben ça, il faut être curieux, il faut être fouineur. Alors, on a la chance, c'est qu'on a Google, on a des sites Internet, aujourd'hui on creuse. Et puis après, on pose la question, mais on trouve presque tout sur le web, ça prend du temps. Et puis sinon, vous posez des questions. Il faut être habile. Vous voulez des renseignements sur la CCI de Lyon, vous voulez répondre à un appel d'offres, et ben, vous vous débrouillez, vous demandez à Charlène, vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu pourrais pas me trouver ça, est-ce que tu peux me donner l'adresse mail de quelqu'un du cabinet du président qui pourrait me donner l'organigramme, enfin, il faut se débrouiller. C'est comme pour des clients privés, tout ne tombe pas du ciel. Et là aussi, c'est un peu comme le bac et un concours. Le bac, vous avez 10 sur 20, vous avez votre bac. Le concours, il y en a un qui est retenu lorsqu'il y a un concours. Vous pouvez avoir 17 sur 20 et être planté s'il y en a un qui a 18. Donc, il faut être le meilleur, le plus malin, le plus habile. C'est pour ça cette méthode en 10 points. Croyez-moi, cette méthode, si vous la mettez en place, les clients que j'accompagne avec ça, ils multiplient par 2, par 3 ou par 4 leurs chances de gagner. Bon, évidemment, il faut avoir un prix cohérent. Si le prix marché, si vous voulez vendre ce stylo Bill à la main, qui vaut en moyenne 1 euro, vous proposez à 2 euros, vous ne vendrez jamais, même si vous avez une bonne stratégie d'influence. Ok. On a une question de Pierre-Étienne qui nous dit c'est souvent très pertinent pour des travaux de fourniture, pour des travaux, pardon, ou pour de la fourniture, mais quel débouché pour du service de type engineering? Déboucher, les structures publiques achètent de l'ingénierie. Ils construisent, ils rénovent. Regardez, je discutais il n'y a pas longtemps avec un élu du conseil régional, il me disait que je crois que la région gère 334 ou 335 lycées sur la région. Vous vous rendez compte, 335 lycées. C'est-à-dire qu'ils font des travaux, ils les rénovent, ils les construisent. Donc, ils ont besoin de sociétés d'ingénierie, rien que pour les lycées. Le département dont je vous parlais gère les collèges et les mairies gèrent les écoles maternelles. Donc, il y a du boulot d'ingénierie chaque fois qu'il y a des travaux importants qui sont faits. Vous vous rendez compte, une région, 330 lycées, c'est colossal. Rien que les lycées, hein, je ne parle pas d'autre chose. Hein. Donc, bien sûr, Puis il faut vous dire que les structures publiques achètent de tout. Une mairie, la SNCF ou la CCI ne fabriquent rien. La CCI ne fabrique pas des ordinateurs, ne fabrique pas des bagnoles, ne fabrique pas des stylos, ne fabrique pas des prestations d'intérim. Donc, ils sont obligés d'acheter au privé.
Donc, aujourd'hui, je considère que 99% des entreprises du territoire peuvent vendre au public. Citez-moi un produit ou un service que le public n'achète pas. Moi, j'en ai pas trouvé beaucoup. Ouais. Ils achètent des jurys, ils achètent de l'intérim, ils achètent à peu près de tout. Ok. Émilie nous demande comment finalement savoir un peu par anticipation le calendrier des appels d'offres. Très bonne question. Alors, excellente question. Alors, deux solutions. Soit, par exemple, vous répondez là aujourd'hui, en juin 2020, à un appel d'offres pour, on va dire, le département du Rhône. On reste sur mon exemple, mais on peut prendre n'importe quoi. Un appel d'offres pour 3 ans. On va dire fourniture de papeterie, par exemple, pour le conseil départemental. Vous ratez l'appel d'offres. Comme il est pour 3 ans, vous savez qu'il va sortir 1, 2, 3 en juin 2023. Donc, vous pouvez le programmer dans votre agenda. Ça, c'est la première des choses, si vous avez le temps et si vous pouvez remonter sur les appels d'offres auxquels vous avez répondu ou pas dans le passé, puisque connaissant la durée, vous connaissez la date d'échéance. Autre solution, sur les sites dont je vous parlais tout à l'heure, Vecteur Plus, BOAMP, etc., vous pouvez rentrer des mots-clés avec des dates. Ils peuvent vous envoyer une alerte chaque fois qu'une collectivité sort un appel d'offres avec vos mots-clés, mais vous pouvez leur dire quels sont les appels d'offres qui devraient sortir en 2021 ou 2022, dans lequel il y a ces mots-clés. Et ils vous sortent plusieurs dizaines ou centaines d'appels d'offres. Alors, vous pouvez le restreindre, vous pouvez le mettre que sur le département du Rhône, sur la région, sur la France entière, ou que sur la Bretagne. Donc, vous voyez, c'est des mots-clés, c'est un peu comme Google, ça s'achète. Et donc, ils peuvent vous donner un échantillonnage. Admettons, vous voulez avoir tous les appels d'offres de fourniture de bureaux pour les structures publiques du département du Rhône, et ben vous leur demandez de taper les mots-clés département 69, papeterie, stylo, écriture, imprimante, on met quelques mots-clés comme ça, et ça vous sortira tous les appels d'offres. Eux, en fait, c'est par extraction. Ils arrivent à savoir ceux qui sont passés et en vertu de l'échéance connaître la date de renouvellement. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Donc, eux arrivent à savoir que, par exemple, la mairie de Villefranche-sur-Saône a sorti un appel d'offres de fourniture de bureaux en 2018, que c'était un appel d'offres de 3 ans. Donc, 2018 plus 3, ça fait 2021. Il devrait sortir en 2021. Alors, ils ne vous sortent pas à 8 jours près, mais à 3 mois près, vous connaissez la date. Ok. On a une autre question là d'une personne qui est partie, mais c'était quand même très intéressant. Peut-être l'objet d'un prochain webinaire, c'est comment bien remplir un appel d'offres? Comment bien répondre à un appel d'offres? Oui, alors là, effectivement, ça pourrait faire un autre webinaire parce que je ne peux pas le faire en 3 minutes. Mais il faut être différenciant. Moi, j'ai vécu des commissions d'appel d'offres quand j'étais élu local, enfin j'étais membre suppléant. Excusez-moi, c'est chiant comme tout. Hein. Quand vous tapez des mémoires de 200 pages et que vous avez 5 ou 6 mémoires à lire, tous les fournisseurs, où c'est du copier-coller, c'est illisible, avec du jargon technique, c'est mortel. Donc, il faut simplifier la vie du lecteur, faire quelque chose de simple, lisible, avec des graphiques, des petites photos, des choses simples. C'est un des conseils. Aller à l'essentiel. Et j'ai beaucoup de petits conseils, mais je ne peux pas, là, en une seconde, quelques secondes répondre. Ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, par exemple, oui, effectivement. Mais c'est important, hein, la personne a raison. Il faut savoir répondre à un dossier de façon pertinente. Fabienne nous demande, peut-on répondre à plusieurs sur un appel d'offres public, exemple plusieurs TPE ensemble? Oui, c'est souvent autorisé. C'est un tout petit peu plus lourd parce qu'il faut décliner les identités des trois et dire que la TPE A va faire cette partie, la TPE B va faire cette partie. Oui, c'est tout à fait autorisé. La plupart du temps, enfin souvent, le règlement de consultation indique que la sous-traitance est autorisée et que la co-traitance est aussi autorisée. Là aussi, vous avez raison, c'est un des points du nouveau code des marchés publics. Lorsque vous êtes une TPE, vous ne pouvez pas forcément répondre à tout, mais vous pouvez répondre à 2 ou 3. Ok. Cédric nous demande les demandes de référence parfois difficiles à fournir dans les contextes nouveaux. N'est-il pas un piège ou un moyen d'exclure les prestataires de l'appel d'offres que l'organisme public ne voudrait pas voir? Oui, 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 c'est un peu vrai. Mais généralement, les références ne sont pas le critère unique. Ça ne peut pas être on choisira que celui qui a le plus de références. C'est totalement illégal. C'est un élément de plus, c'est un peu cerise sur le gâteau. Il est évident que demain, vous allez travailler en Bretagne et que vous n'avez jamais mis les pieds en Bretagne et qu'en plus vous n'avez pas un nom breton et que votre siège social est à Lyon, les chances sont un peu plus limitées. Sauf si vous êtes dans l'innovation, vous avez peu de concurrence et vous avez des choses à raconter. C'est sûr, peut-être leur dire, bah, si j'ai le marché public et que je gagne un deuxième marché, je pourrais ouvrir une succursale, une agence, j'en sais rien, à Brest, à Rennes. Et évidemment, quand c'est en dehors de votre territoire, mais c'est comme un client privé. Hein.
on est meilleur en son royaume, en son territoire. Mais ça n'empêche pas que dans les deux cas, il faut mener une stratégie d'influence. Ok. Justement, Paul nous demande, en gros, aucune chance de remporter un appel d'offres selon vous quand on n'a pas lié de contact en amont? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que ça augmente forcément les chances de gagner lorsqu'on a mené les contacts en amont. On peut en gagner. Vous répondez à 30 appels d'offres, vous allez en gagner 2 ou 3, forcément. Si vous avez un bon dossier, des prix corrects, vous en ferez, parce que certaines fois, vous ne serez que 2 à répondre, et coup de bol, vous passez, et heureusement. Mais si vous voulez augmenter, moi, quand j'étais chez Adecco, j'avais imposé cette méthode à tout le monde. On avait un taux de succès de pas loin de 40%. C'est-à-dire qu'on en réussissait 4 sur 10, ce qui est excellent, parce que les sociétés de travail temporaire, il y en a plusieurs dizaines en France. Et on avait beau être Adecco, le leader mondial des ressources humaines, il fallait faire cette stratégie. Parce que le nom d'Adecco est connu, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? On racontait des choses, des histoires, on expliquait que localement, on a un chef d'agence. On a quelquefois, j'avais un chef d'agence qui était élu local dans une mairie à côté. Vous voyez, celui qui va traiter votre dossier, il est élu local dans son village. Donc, il connaît votre ADN d'élu local. Donc, c'était quelque chose qu'on a mis en avant. C'est pour ça qu'il faut être habile, il faut être un peu rusé. Vous avez vu cette cartographie sur l'aéroport, il faut trouver, il faut chiner, ça prend du temps. Il faut être malin. Il faut avoir les oreilles qui traînent un peu par terre. Je vous l'ai dit, avoir l'information avant les autres. Donc, plus vous anticipez, plus vous rencontrez des décideurs et des gens qui sont capables de souffler à l'oreille. C'est les membres des cabinets dans les administrations rédigent des notes blanches, des petites notes. À qui ils les font? Aux décideurs. Donc, si vous arrivez à la main tenir la main de celui qui va rédiger une petite note blanche, ça veut dire qu'elle n'est pas datée, pas signée. Une note blanche, et les élus en raffolent de ça, sont des éléments de langage, sur lesquels il met quelques éléments en mettant en avant votre boîte, c'est gagné. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé avec une entreprise, j'ai accompagné une entreprise qui est dans le service et qui a une permanence téléphonique qui fonctionne la nuit également, sauf le week-end et toutes les nuits. Et on a réussi à persuader le client, et c'était vrai qu'il avait besoin de cette permanence téléphonique, parce que quelquefois, il avait des urgences à 22 heures, à partir de 6 heures du matin. Et il était tellement persuadé qu'il a marqué dans le cahier des charges qu'il fallait une permanence téléphonique. Ça nous arrangeait vachement, puisque mon client avait 6 ou 7 concurrents, et sur les 6 ou 7 concurrents, il n'y en avait qu'un seul qui avait une permanence téléphonique. Donc, du coup, il y en avait que 2 qui avaient des chances de concourir. Mais le client a dit, effectivement, vous avez raison, je n'y ai pas pensé, c'est majeur de pouvoir contacter mon fournisseur à partir de 6 heures du matin dans mon activité. C'est majeur. Ça n'était pas rendu compte, on lui a expliqué. Et donc, automatiquement, ça a éliminé 4 concurrents. Et encore une fois, c'est légal tant que vous le faites en amont de l'appel d'offres. Il ne faut pas pipoter, il ne faut pas tricher, attention, hein, je ne vous dis pas ça. Mais il faut être malin. C'est comme avec des clients privés. Ok. Cédric nous demande, est-ce que pour chaque appel d'offres, l'organisme public a déjà fixé son prix maximal? Généralement, non. Généralement, non. Il y a un document sur lequel vous indiquez vos prix. Quand on est bon, justement, quand on fait le travail en amont, on arrive à avoir les prix de celui qui est en place. On peut arriver à les avoir, ou au moins une grandeur de prix. Généralement, il n'y a pas de prix maximal. Mais de toute façon, si vous êtes vraiment trop haut, vous ne serez pas retenu, hein, ça c'est sûr. Parce que le critère prix représente en général 50% de la prise de décision. Alors, justement, là, sur ce critère prix, Coralie nous dit, mais finalement, le sujet du prix, en ce moment, elle dit, nous perdons des marchés qui ont été donnés finalement à des prix cassés. Alors, le code des marchés publics dit bien qu'on n'achète pas le moins cher, on achète le mieux disant. Le mieux disant, c'est-à-dire le prix, mais aussi les éléments qualitatifs. Et dans l'appel d'offres, il y a des critères. On dit par exemple le prix, c'est 50% de la réponse. Après, on vous demande par exemple 2, 3, 4, 5 critères qualitatifs. Premier critère qualitatif, j'en sais rien, ça peut être si votre machine tombe en panne, votre délai de dépannage de SAV est de combien? Si c'est le week-end, quel est le délai? Engagement. Là, vous pouvez gagner des points. On peut demander en matière de développement durable RSE, quelles sont vos actions? Qu'est-ce que vous faites? Ah, si je fais rien, c'est emmerdant. Si j'ai des choses supérieures aux autres, c'est bien. On peut vous demander, j'en sais rien, est-ce que vos techniciens qui vont intervenir sont formés dans tel domaine électronique qui correspond à mon métier? Là, vous rajoutez un CV d'un de vos techniciens qui, effectivement, est issu de cette école et connaît le sujet. Si vous ne l'avez pas, c'est un peu plus embêtant. Et après, vous savez, tout ça est noté, il y a des points, et on fait l'addition des points, et celui qui a le plus de points gagne. C'est comme ça que ça se passe. Donc, les éléments sont connus dans l'appel d'offres, dans le règlement de consultation, dans le DC1 et DC2, il y a des critères qui sont énoncés.
Et donc le prix, évidemment, a de l'importance, mais ce n'est pas le seul. Et souvent, on croit qu'on perd à cause du prix, mais le prix est un des éléments non négligeables, hein, c'est sûr, vous avez raison, mais c'est absolument pas l'élément majeur. Sur le prix, on ne peut pas influencer. Mon stylo, je le vends à 1 euro, mon concurrent le vend 90 centimes. Si c'est exactement le même stylo de la même marque, il n'y a rien à dire. Maintenant, vous dites que vous êtes capable d'intervenir en SAV dans un délai de 3 heures la nuit et le week-end. Ce n'est pas vérifiable, il ne faut pas mentir, hein. C'est uniquement déclaratif. Éventuellement, vous pouvez amener des preuves. Vous pouvez dire, écoutez, monsieur, en plus, je vous dis que c'est 3 heures, je vous fournis 3 témoignages de clients écrits qui vous disent que je les ai dépannés dans un délai de moins de 3 heures. Et donc là, ça solidifie votre élément. Donc, il faut arriver à rassurer. Dites-vous que le client qui l'achète, surtout si c'est un client de collectivité locale, vous savez, les élus, ils aiment bien être dans la belle lumière. Ils aiment bien qu'on parle d'eux. Ils adorent être dans la photo, avoir leur photo dans le progrès avec l'écharpe bleu, blanc, rouge, en train d'inaugurer et de dire du bien d'eux. Ils ont horreur qu'on parle d'eux en mal. C'est-à-dire, si vous achetez une prestation qui ne va pas marcher, ils vont être montrés du doigt et on va parler d'eux en mal. Eux, ils veulent qu'une chose, c'est être réélus. C'est ce qui les intéresse, les élus locaux. Donc, il faut les rassurer sur le côté qualitatif de vos produits ou de vos services. Ok. Coralie nous dit comment obtenir les résultats des analyses des offres? Tout simplement en les demandant. Il faut les demander après coup. C'est intéressant, je vous encourage à les demander. Je n'ai pas été retenu, dites-moi pourquoi, là où j'étais mauvais. Normalement, ils sont obligés de vous répondre. Certains ne Ok. répondent pas, mais en insistant, ils sont obligés. C'est la loi, vous pouvez les menacer d'action judiciaire. Et c'est toujours intéressant de le savoir parce que on apprend toujours de ses erreurs, hein. Et ce n'est pas avec cette méthode que vous allez gagner 100% des coûts. Vous allez en gagner beaucoup plus, des appels d'offres, mais vous aurez des plantages, hein. On se prend des portes dans la gueule et on apprend avec ça. Donc, il faut savoir pourquoi vous n'avez pas été bon dans tel et tel domaine. Et surtout, pourquoi un de vos concurrents était meilleur. Ouais. Enfin, c'est la dernière question parce qu'il est 14h29. On a fait un petit peu de rap, mais Alain nous demande, alors concernant les développements de logiciels, il semblerait que les services locaux et plus précisément les communautés de communes passent en interne le développement en se libérant finalement des développeurs privés afin de tout maîtriser. Est-ce que Cyril, ça vous parle ou pas du tout? Alors, vous savez, il y a 36 000 communes en France. Alors, je ne peux pas répondre ce que souhaitent les 36 000 maires en France. Je ne parle même pas des départements et autres. Donc, il est possible que certains maires, vous savez, il y a des élus locaux qui aiment bien sous-traiter au privé et d'autres pas du tout. Vous savez, même pour l'eau, l'assainissement, etc., des gros sujets, il y a des mairies qui veulent absolument pas sous-traiter et d'autres qui disent, mais c'est pas notre métier de faire de l'eau potable, c'est pas notre métier l'assainissement, c'est pénible, c'est emmerdant, c'est chronophage, confions-le des spécialistes. Après, c'est une stratégie. C'est une stratégie, c'est comme vous, chef d'entreprise, votre voiture pour aller travailler, vos camionnettes pour vos techniciens, vous les achetez ou vous les louez, c'est une stratégie. Là, c'est pareil. Est-ce que je veux sous-traiter ou pas? Et là, souvent, les gens disent, oui, c'est les collectivités plutôt à droite qui sous-traitent au privé et celles de gauche ne sous-traitent pas. C'est faux, hein. C'est complètement faux. C'est pas parce qu'une entreprise est de gauche qu'elle va moins sous-traiter qu'une privée. Regardez par exemple le maire de Nice, Estrosi, que vous connaissez un peu, ce qui était président de la région, il a horreur de sous-traiter, il veut tout garder. Tout, la cantine, les repas, la gestion des lycées à la région, il a arc-bouté sur ça. Pourquoi? C'est rien. Est-ce qu'il a raison ou pas? Je m'en fous, c'est sa décision, c'est lui le boss. Mais vous avez d'autres collectivités qui sous-traitent beaucoup plus. Marseille sous-traite beaucoup plus au privé. Lyon sous-traite beaucoup plus au privé. Pourquoi? Est-ce qui a raison? Je ne sais pas, mais c'est leur stratégie. Donc, il est évident que vendre des prestations à Estrosi à Nice, ça ne sert à rien de s'emmerder à aller là-bas, puisqu'il n'aime pas sous-traiter le bonhomme. Donc, il voudra réintégrer. Par contre, allez plutôt voir des collectivités locales qui ont la sous-traitance au privé dans leur ADN. Ok. Allez, dernière question de Damien. Quel logiciel utiliser pour les appels d'offres? Pour répondre aux appels d'offres? Alors, quel logiciel utiliser pour les appels d'offres? Pour avoir la connaissance des appels d'offres qui sont publiés? Je pense que Là, c'est plus ça la question. Oui, c'est ça. il y en a plein, il y en a plein. Il y a le BOAMP qui est le plus connu, qui est plus ou moins régi par l'État, je ne sais pas qui est derrière. Vous avez Vecteur Plus, vous tapez ça sur Google, il y en a des dizaines d'entreprises, des dizaines. Certaines sont gratuites, certaines sont payantes. Alors toujours pareil, les gratuites souvent sont bien moins efficaces, il y a des trous dans la raquette, c'est comme toujours. La gratuité a un prix. Il y en a plein, je ne veux pas faire la publicité pour l'un ou l'autre. Moi j'ai un client qui a utilisé Vecteur Plus il n'y a pas longtemps, il était moyennement content, pourtant d'autres en sont ravis. Ok. C'est pas Très bien. forcément l'essentiel, hein. C'est surtout, croyez-moi, c'est l'influence locale qui est importante. Super.
Très bien, merci beaucoup Cyril de Gasquet, c'était super intéressant. Je pense que, en tout cas moi j'ai appris plein de choses, je pense que les participants aussi. Vous êtes encore une cinquantaine à être restés avec nous en ligne, donc merci, on a fait un petit peu de rab. Je garde votre attention 2 toutes petites minutes pour vous demander simplement de répondre à notre questionnaire d'évaluation de satisfaction qui va s'ouvrir automatiquement à la fin de ce webinaire. C'est super important pour nous de connaître votre avis, savoir si vous avez aimé ce webinaire. Merci d'avance. Et puis pour ma part, je vous donne rendez-vous jeudi 2 juillet, donc ce jeudi, toujours à 13h30, pour un webinaire intitulé « Développer la performance globale de l'entreprise, de la définition au pilotage ». Et je vous donne un autre rendez-vous, c'est vendredi, toujours à 13h30, dirigeant RH, optimiser vos recherches de candidats. Encore merci Cyril de Gasquet, excellent après-midi. Merci à vous tous pour votre patience et j'espère que le sujet vous a intéressé et que surtout vous allez faire du business vers le secteur public. C'est ça qui me ferait plaisir. Merci à tous, excellent après-midi, à très bientôt. Bon courage.